qu'est-ce que l'Amtrak? Pour le comprendre, nous allons rapidement remonter plus d'un siècle en arrière. Cet immense pays, massif, compact, aux énormes distances, promettait d'être le lieu rêvé pour le développement ferroviaire. Et il l'a été. Tout commença sur la côte Est, la côte atlantique. Dès les années 1830, des embryons de lignes. La guerre de sécession de 1861 à 1865 sera le premier conflit au monde où le chemin de fer jouera un rôle primordial. Transport de troupes, de matériel, première artillerie portée, tel cet obusier, surnommé le dictateur, qui tirait des projectiles de 100 kilos. La paix revenue, c'est l'épopée de la conquête de l'Ouest. C'est surtout le grand événement. Le 10 mai 1869, l'Union Pacifique et le Central se rejoignent à Promontory, dans l'Utah. Un crampon d'or est planté à la jonction des deux voies. L'Est et l'Ouest se serrent la main. Alors, le chemin de fer va connaître un développement prodigieux. Il atteindra son maximum à l'entrée en guerre des États-Unis. Le conflit terminé, le président Truman a beau faire sa campagne électorale en chemin de fer, on investit dans les autoroutes, les aéroports. Les trains sont délaissés. En 1970, l'État intervient pour sauver ce qui reste du transport voyageur et crée l'Amtrak, qu'on peut traduire par voie ferrée américaine. Seules les grandes lignes sont conservées. Nous mettrons 3 heures pour couvrir les 366 km jusqu'à Washington. Moyenne 122 km/h. Et c'est le train le plus rapide des États-Unis. D'ailleurs, il n'ira jamais plus vite. Y a-t-il un TGV en perspective? Il ne sera pas construit, en tout cas par l'Amtrak, cette compagnie semi-étatique. Mais ici, il n'y a pas de monopole ferroviaire. À n'importe quel moment, une société financière peut créer un train à grande vitesse et sur n'importe quel parcours. Un bar minuscule. Excusez-moi. Mais on vous sert à table. On traverse Philadelphie. Washington et sa somptueuse gare, Union Station, construite en 1907, inspirée par les termes dioclétiens de Rome. En 1976, au creux du déclin ferroviaire, on faillit la détruire pour construire des bureaux. Sauvée de justesse par quelques riches citoyens éclairés, elle est devenue un centre commercial luxueux que l'on traverse pour aller prendre le train. À l'extérieur, Christophe Colomb vous accueille. Nous passons rapidement devant le Capitole pour remonter le passé. La petite ville d'Alexandria, c'est l'Amérique gothique, celle des années 1750. C'est celle des colons de pure souche anglo-saxonne, petits commerçants besogneux, tout autant qu'aventuriers.
Le plus aventurier d'eux tous habitait à 10 km de là, sur les rives du fleuve Potomac. George Washington, le père de la nation américaine. Mount Vernon, sa maison digne seulement d'un grand bourgeois, mais qui scandalisa à l'époque. On lui trouvait des dimensions fastueuses, indignes d'un républicain. À la reddition des troupes anglaises, il a 49 ans. Stratège, organisateur plus que penseur politique, il est élu 2 fois président des États-Unis avant de se retirer à Mount Vernon, où de son bureau, il mènera la vie d'un honnête colon. Une gravure de la Bastille en cours de destruction, offerte par ses alliés français. C'est dans cette chambre qu'habita Lafayette, qu'il considérait comme son fils, et qui commanda des troupes d'insurgés américains pendant les 8 ans de guerre d'indépendance. Ici mourut George Washington, d'une simple pneumonie mal soignée. Il avait 67 ans. Il repose au fond du jardin, dans un tombeau aussi simple que fut sa retraite, loin des tumultes de la gloire. Retour à Union Station. Nous allons maintenant quitter Washington et filer vers le nord-ouest, vers Chicago. Le train que nous allons prendre n'est pas banal. C'est même l'un des plus prestigieux du monde, peut-être le plus luxueux. Les couleurs de l'Orient Express. En effet, il s'appelle l'American European Express et il joue sur la nostalgie du voyage à Venise, à Constantinople. Ce sont 3 wagons-lits, un wagon-restaurant, un wagon-salon accrochés au train régulier. Pas plus de 56 passagers. Cabine en bois précieux. Douche, cabinet de toilette, épaisse moquette partout. Rien de congelé. Tout est préparé dans le train. Cravate et veste obligatoire, verrerie de cristal, porcelaine fine, argenterie massive. Vin français. Hey, don't you dare do that. That would have been nice too. So do you ask? Very good. Thank you. So this is our beef tenderloin. So with jus naturel, wild mushroom. We have oyster mushroom, shiitake mushroom, and zucchini truffle royale. To suction him.
She and her daddy have been accustomed to going fishing. Well, The subject our of next regularity. course now. So, tenderloin, it's a tuna, yes? Tenderloin tuna. Served with a beurre blanc sauce and capers. Under the hair pasta, carrots and green beans. Thank you very much. Thank you. Bon appétit. I was taken along. I see when he came through the door. I'm not. Sure, probably because we have to No, sometimes it's way down. Sometimes it's pretty nice. This is our PC selection, madam. We have English chicken. Very good. Thank you very much. Can you tell him it's your birthday? It's my birthday present. say it loud. You can hear. My birthday. We have to say it pretty loud. Au réveil, le train file dans les plaines de l'État de l'Indiana. « 9 heures. La gare souterraine de Chicago, Union Station. Le personnel en ligne dit au revoir aux passagers. Union Station participe elle aussi du mythe de ce 19e siècle américain qui faisait des gares les cathédrales d'un progrès conquérant que l'on croyait alors sans limite. Tout Chicago d'ailleurs est un temple à l'architecture. On peut admirer les plus beaux gratte-ciel de la Terre. Dès les années 1880, on s'enhardit à utiliser la fonte, l'acier, le verre. On simplifia l'ornementation, on purifia les lignes. Le gratte-ciel concentre des activités autrefois dispersées. Il utilise au maximum l'espace. L'ère du rendement a commencé ici. La Sears Towers, le record du monde, 443 mètres. 16 000 personnes y travaillent. Métro aérien, le Loop, ce qui veut dire la boucle. De fait, il tourne en rond dans le quartier des affaires. Chicago possède 6 universités, un opéra, d'admirables musées, de nombreux théâtres. Au hasard, le décor d'un passé légendaire, la prohibition, la crise de 1929, les bootleggers, les gangsters, Al Capone, Dillinger, et de l'autre côté, les incorruptibles du FBI. Et puis soudain, au détour d'une avenue, on découvre le sympathique désordre de la préparation d'une parade. Les communautés italiennes et allemandes vont fêter le Thanksgiving Day, le jour d'action de grâce à l'installation des premiers pionniers.
Au centre, on a planté des statues colossales. Miro, Picasso, Calder. Le Chicago Temple Building est la plus haute église du monde, 173 mètres, couronnée curieusement d'une chapelle néo-gothique. Quelle étonnante diversité architecturale. Nous sommes maintenant à 60 km de Chicago et suivons Richard John chez lui. Il va être le superviseur de notre train vers Los Angeles. Richard a 39 ans, 2 enfants. Richard, 7 ans et demi. Joshua, 5 ans. Il gagne 20 000 francs par mois. Il compte prendre sa retraite le plus tard possible. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite légale. On peut travailler jusqu'à 80 ans, et même plus si on veut. Le régime alimentaire de la famille est typiquement américain. Petit déjeuner, céréales, œufs, charcuterie. Déjeuner, un sandwich. Dîner que l'on prend à 5h30, 6h, un plat de viande avec légumes. Avant de se coucher, une glace. La femme de Richard, Catherine, a 42 ans. Elle enseigne dans une école primaire. Ses ancêtres étaient irlandais, allemands et suisses. Ceux de Richard, écossais et français. Mais ils ont perdu tout contact avec l'Europe. Le lac appartient au lotissement dont ils sont copropriétaires. Catherine essaie de faire partager la passion de la pêche à ses enfants, avec un succès relatif. Oh, she straight up my arm. Hey, what are you doing under there? Oh, boy. It was going to my thumb. Does he tickle? Look at him. Oh. Rich, your coffee's ready. Il va bientôt partir à son travail et il sera absent une semaine. Okay, you're gonna call us Monday night, huh? Okay, good. About the same. We'll be waiting for you. Okay, about 7 o'clock or so. Okay, you're gonna have a full load? Yeah, big train this time. Okay. Okay, you ready? All right, well, we'll see you. Okay, you be good. You too. Bye. Bye-bye. I miss you. I miss you too. Ses horaires, 79 heures en 6 jours, puis 6 jours de repos. Vacances, 4 semaines. Freckles. You're gonna be a good boy for me, huh? You're gonna be a good boy? Stay. Stay. Le dépôt. Chicago est la plaque tournante de tout le système ferroviaire américain, soutenu par une activité locale puissante. Rien que pour l'industrie chimique, plus de 700 usines dans la zone urbaine, un énorme commerce de céréales, des manufactures de confection, d'équipements électriques, de matériel agricole.
Les wagons du train que nous allons prendre sont tous des monstres à étages. Le personnel vient prendre son service. Les chariots de ravitaillement pour les cuisines et les bars. Hall de gare, instant suspendu entre l'univers quotidien habituel et grisâtre et celui excitant du voyage. Rien d'autre à faire que d'observer les autres. C'est le moment lisse de l'attente. Le personnel, tous impeccables, très professionnels, prêts à répondre au moindre appel. Vos compagnons de voyage, les États-Unis de la classe moyenne. Nous voilà partis pour un très long périple. 3 jours et 3 nuits jusqu'à Los Angeles sur la côte pacifique. Après New York, Washington, Chicago, voici la grande aventure. En biais, couper toute l'Amérique. Richard s'occupe du bien-être des passagers. Dès le départ, il se présente à chacun d'eux. Si vous avez le moindre problème, appelez-moi. Les bars seront ouverts dans quelques minutes. Bientôt, on passera pour que vous réserviez vos places au wagon-restaurant. Le wagon panoramique. Toutes les classes y ont accès. We're having our hospitality hour serving margaritas back to the Pina Colada. Margaritas back grade, Pina Colada at a discount price of $2. Margaritas, Pina Colada, and daiquiri. Twilight hour. This is the twilight hour. À l'étage inférieur, un bar. Les Pullman, la classe la plus simple, puisqu'il n'y a pas de couchette. Siège inclinable. Beaucoup plus de place pour les jambes que dans le TGV. Quant à la vitesse, c'est une autre affaire. 70 km de moyenne. Once again, once the train comes to a complete station stop, you may come to the center of your car and downstairs to your train. Remember, if you have checked baggage in Denver, le lendemain matin, nous atteignons Denver, dans le Colorado. 30 minutes in.
We're here for 50 minutes. 50? Yeah, we leave at 8:55. Departure time 8:55 Mountain Time. Le personnel en profite pour téléphoner. Les nouveaux passagers, prêts à embarquer. Ici commence un autre monde. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, les montagnes rocheuses. Même pas de route qui suit obéissante la voie ferrée. On a l'impression de percer la nature vierge. À chaque grande station, les journaux du pays. Distribution gratuite. Les 3 repas sont inclus, sauf les boissons. Si vous voyagez en Pullman, vous payez votre nourriture. Salt Lake City, une ville fondée en 1847 en plein désert montagneux par les Mormons, une secte protestante à l'étrange histoire. Leur cathédrale, un lieu secret, interdit aux non-convertis. Elle est surmontée de la statue de l'ange Moroni, qui transmit en 1823 à Joseph Smith, le fondateur de la secte, les tablettes d'or de la révélation divine. Le mariage est une institution capitale, car la famille féconde est l'un des fondements de l'Église mormone, ainsi que la fidélité des époux. La polygamie, proclamée comme un enseignement du Christ, est aujourd'hui abandonnée. Ici, on ne se marie pas jusqu'à ce que la mort sépare le couple, mais pour l'éternité. La famille reste unie dans l'au-delà, une exigence morale impérieuse, ni vin, ni alcool, ni bière, ni même de café. Chaque croyant verse à l'Église 10% de ses revenus. La révélation. Elle enseigne qu'une tribu biblique, les Lamanites, traversèrent l'Atlantique après l'abandon de la tour de Babel et seraient les ancêtres des Indiens. Le Christ leur serait même apparu après sa résurrection, d'où cette curieuse peinture. Joseph Smith prêchant aux Indiens. La communauté est dirigée par des prophètes désignés par révélation divine. Les Mormons seraient 7 millions dans le monde, dont les 3/4 sur le continent américain.
L'institution la plus étrange de la secte est une immense bibliothèque d'histoire familiale. Elle réunit des informations sur plus d'1,5 milliard de personnes décédées, et ceci du monde entier. Pour les Mormons, en effet, c'est le devoir de chacun de retrouver ses ancêtres afin de s'unir à eux au paradis. La secte vous y aide. Des volontaires mormons photocopient les archives d'état civil de tous les pays. Travail de fourmi qui commença en 1894. Chaque mois s'ajoutent 4000 rouleaux de microfilm. La bibliothèque est ouverte à tous. Vous-même pouvez y aller. Chaque jour, 2000 personnes environ la fréquentent. Le classement est fait soit par nom de famille, soit par pays, province, ville, village. De proche en proche, on remonte son arbre généalogique. Toutefois, n'essayez pas de vous y trouver vous-même, car les Mormons, obéissant à la législation française sur la protection de l'identité, ne dévoilent que les états civils de 100 ans et plus. Catalogue de ceux et de celles qui se sont fait inscrire en la confrérie du Saint-Rosaire, l'année 1649. Recensement des naissances à Nancy de 1807 à 1817. Chaque soir, des films sont projetés. Il est 7h45 du matin. C'est le 3e jour du voyage et notre nouvelle étape se situe à l'opposé du militantisme religieux des Mormons. Vous l'avez compris, nous sommes à Las Vegas, la capitale du jeu. Thank you, honey. Okay, well, bye. Take care of yourself, thanks a lot for everything. You're very welcome. No screw. Dès l'arrivée, pas de temps perdu. Les machines à sous sont installées dans la gare mère. Quant aux grands casinos, ils sont installés dans les hôtels. Du lit au baccarat, il n'y a qu'un pas. Fallait y penser. Le Capitole de Rome, avec Jules César garanti. Des hôtels conçus comme des machines à rêver, façon Hollywood. Les rochers, les palmiers ont été importés dans ce désert de sable qu'est Las Vegas. Tout est faux, mais quelle splendide illusion. D'ailleurs, cet hôtel se nomme Mirage. Le dernier né se situe dans un Moyen-Âge revu par un imaginaire façon Walt Disney, enfantin et superbe. C'est le plus grand hôtel du monde. 4000 chambres, 3000 places de restaurant, 6000 téléphones. On n'en finit pas de battre des records. Dès qu'on a retenu sa chambre, on est déjà dans la salle de jeu. C'est la même pièce. Là aussi, à peine le temps de respirer. La technique de Las Vegas est celle de la suffocation volontaire. On est heureux de se laisser aspirer, emporter dans un monde de 1000 lumières, dans le bruit excitant des jackpots en cascade. Et cela ne s'arrête jamais. Les casinos sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an. Fait-il jour, fait-il nuit, l'œil rivé sur le cadran des machines à sous, sur les dés qui culbutent sans trêve, sur les cartes, on perd la notion du temps. Et Las Vegas a gagné. Mais il faut aller au-delà du simple point de vue mercantile.
Tout autant qu'une énorme affaire commerciale, la ville est une magicienne qui transporte dans un autre univers. Une dimension onirique à ne jamais oublier. Courses de chevaux, de lévriers, matchs de football, de baseball, on peut parier sur tout. Roulette, jackpot, craps, poker, blackjack, baccarat, un hectare de jeux de hasard. On peut manger sur place. Et les chambres sont au-dessus. Un panoramique de 360 degrés. Il n'y a d'horizon que le jeu et son obsession. L'hôtel offre aussi un spectacle éblouissant, plein d'apparitions surnaturelles, de traîtrises et de bravades. C'est la légende du roi Arthur. Excalibur est l'épée ensorcelée que seul un petit paysan arrachera du rocher pour devenir roi et épouser la princesse après force duel et tournoi. Le public manifeste, s'enthousiasme, exalte le héros, maudit l'imposteur. Pourtant, le matin arrive et il faut partir. Direction Los Angeles.
I get that, my phone. I've been taking phone calls. Don't do this. Don't do Viva la France! Here you go. Viva la France! Denver Broncos. No. Budweiser. Yeah, Viva la Budweiser. Viva la Budweiser. La gare de Los Angeles, construite au début du siècle, fut le passage obligé des stars d'Hollywood avant le développement de l'aviation. La ville paraît sans limite. 13 millions d'habitants avec sa zone urbaine. D'un quartier à l'autre, il n'est pas rare de parcourir 80 km. À Hollywood, le 7e art n'est plus ce qu'il était. Dans le quartier de Beverly Hills, les villas des stars sont devenues les résidences d'hommes d'affaires enrichis dans la pétrochimie, l'électronique, les industries alimentaires. Un studio célèbre a su astucieusement recycler sa légende. L'idée est de révéler l'envers du décor. 5 millions de visiteurs par an. Tout commence par un quartier de Montmartre, construit en dur, qui servit de décor à de nombreux films. Universal Studios fut fondé en 1915, à l'âge où les caméras avaient encore des manivelles de moulinet. Rudolph Valentino y tourna. On y fit des films comiques, des comédies de caractère, des westerns. On y réalisa King Kong. Hitchcock y installa son univers. Et Abbott et Costello. Frankenstein, Bela Lugosi. Plus près de nous, nombre de vedettes de renommée mondiale. La visite se fait en chemin de fer. Le requin des dents de la mer s'attaque au train. Un village des Andes va être englouti par une inondation. La sinistre maison du film Psychose. Universal Studios Florida for the Showtime Cable Network. And we're going to come in front of the Psycho House, look on the driver's side of the tram, up in the second-story window, and you'll see Mother is home. She's up there rocking. La chute dans le gouffre d'un voyage au centre de la Terre.
voilà que le train se fait métro. Une virtuosité technologique stupéfiante. 192 000 litres d'eau disparaissent en 45 secondes. Tout est remis en place en 2 minutes. Un train toutes les 5 minutes. Et le clou. King Kong terrorise New York. Étonnant voyage en chemin de fer que l'on puisse faire au monde.